Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif, celles et ceux qui font de la RSE un axe majeur de leur stratégie. Mon invité, c'est Christophe Bruno, président, cofondateur de Largo, acteur industriel 100% français du reconditionnement des produits high-tech. On fera le point sur sa politique RSE et sur les effets de l'inflation sur le marché du reconditionné. Notre débat, il porte sur les politiques d'achat des collectivités territoriales et des établissements scolaires. On verra comment y intégrer les enjeux de transition écologique et sociale. Et puis la start-up du jour, c'est Elior Technologies, ou comment réduire sa consommation en chauffage et en eau chaude grâce à l'énergie solaire. Reconditionnement, achat responsable, énergie renouvelable, 3 thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact. Bonjour Christophe Bruno, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes donc le PDG, le cofondateur de Largo. Vous l'avez créé en 2016, 7 ans plus tard à peu près. Si on fait un point sur le marché du reconditionnement, est-ce qu'il est arrivé à maturité? Au contraire, est-ce qu'il a encore un potentiel de croissance très important? Alors, il y a des perspectives de croissance qui sont extrêmement fortes. Les chiffres que je peux vous donner, c'est des chiffres qui datent de l'année dernière, parce qu'on n'a pas encore les chiffres 2022. Oui. C'est 3,2 millions de smartphones reconditionnés vendus en France en 2021, un marché qui s'établit aux alentours de 900 millions d'euros. Ouais. On espérait dépasser le milliard d'euros en 2022, on l'a sans doute dépassé. C'est une certitude. Ouais. Et on a des perspectives devant nous de croissance qui sont extrêmement fortes. Pourquoi ? Parce que la consommation de produits de seconde vie, en général, elle est en train d'exploser, que ce soit dans le textile, on voit des gens comme Vinted, et donc les modes de consommation sont en train de changer. Aujourd'hui, ces 3,2 millions de smartphones, ça représente un téléphone sur 6 vendu en France. Alors il y a 6 ans, on pourrait dire c'était 0, et 1, c'est une belle performance, mais on a encore un marché devant nous assez important. Et donc ça s'est senti notamment sur les achats de Noël. Alors il y a évidemment ces enjeux, l'engagement des consommateurs, mais il y a aussi les enjeux de pouvoir d'achat et d'inflation. Est-ce qu'on peut dire que ce Noël 2022 a été le premier Noël de seconde main, ou est-ce que ça reste quand même assez minime, quoi? Nous, en tout cas, dans nos chiffres, on a vu une accélération cette année. Alors, on est en croissance tous les ans depuis 2016, mais il y a une vraie accélération sur cette fin d'année. Alors, on est en plus dans un marché du neuf qui est baissier, avec des prix de smartphones on parle de pouvoir d'achat, qui sont de plus en plus chers quand on voit les sorties des gros constructeurs en fin d'année. Et nous, on vend des produits 30 à 50% moins chers que le neuf. Donc effectivement, on a un impact sur le pouvoir d'achat. Oui, donc cet argument du pouvoir d'achat, évidemment, était important. Quelques chiffres pour mieux connaître Largo. 280 000 appareils reconditionnés depuis la création, une capacité maximale de production qui est à 25 000 par mois à la fin de l'an dernier, fin 2022. Premier reconditionneur français à être rentré en bourse, plus de 17 millions d'euros de chiffre d'affaires 2021 et une centaine de collaborateurs basés à Nantes. Tiens, je reprends certains de ces chiffres. Quand on parle de 25 000 produits reconditionnés chaque mois, c'est quoi? C'est très majoritairement des smartphones, ou alors c'est beaucoup plus varié que ça? Alors c'est 85% de smartphones. D'accord. Et puis depuis 2019, on a commencé à accélérer sur d'autres lignes de produits. On voit sur cette fin d'année, typiquement, on a une accélération de l'IT. Reconditionné, tout ce qui est PC, MacBook, tablette. On reconditionne également de la Watch et puis de l'AirPod. Donc on est en train de se diversifier sur d'autres produits. Ça a démarré par le smartphone, mais on voit bien qu'il y a une appétence aussi des consommateurs sur d'autres lignes de produits. Ouais, et c'est les grandes marques très majoritairement, quoi, c'est ça. Tout à fait. Les deux gros leaders qui représentent 100% du marché aujourd'hui de reconditionner. Alors cette capacité de production, c'est une usine qui est basée à Saint-Luc-sur-Loire, c'est ça, tout à fait. Elle grandit au rythme de l'entreprise? Comment ça se passe, ça? Alors, elle grandit effectivement au rythme de l'entreprise, elle grandit en fonction de la demande aussi de nos clients. Ouais. On a aujourd'hui 1000 m² dédiés au reconditionnement, avec 5 grandes étapes de reconditionnement: la réception, le test, la réparation et le nettoyage et logistique. Ça prend combien de temps, tiens? Le cycle de reconditionnement d'un smartphone, à peu près 45 minutes. Ah, c'est rapide quand même. Si on groupe toutes les étapes en un seul trait. Mais à peu près 45 minutes. La phase la plus importante, on parlait d'automatisation tout à l'heure. L'automatisation, c'est... Oui, parce qu'il y a des robots, c'est ça, qui font la... Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le début du job, c'est ça? Ils font le job le plus important. C'est toute la partie test des smartphones. C'est-à-dire qu'on peut comparer avec le marché de l'automobile. Vous n'achetez pas une voiture d'occasion sans contrôle technique. Bien sûr. Et l'objectif chez Largo, c'est d'automatiser cette phase de test et d'avoir une objectivité complète sur les tests qui sont réalisés sur le produit. Pourquoi ? Parce que à partir de ce moment-là, on a un arbre de décision
qui va nous dire soit le produit est conforme à notre cahier des charges et il part directement au nettoyage, soit il a des problèmes batterie, écran, et il doit partir à la réparation. Donc il faut qu'on ait un maximum d'objectivité à ce niveau-là, parce que c'est ici qu'on génère la valeur. Mais alors c'est quoi? C'est des robots qui ont des sortes de doigts, qui imitent, qui font les gestes de base qu'on fait sur un smartphone, c'est ça? Exactement. En fait, notre petit robot, il entend, il voit, il touche. Ouais. Et donc, accouplé à ce robot, il y a un logiciel de test, et il vient réaliser 37 tests et 123 contrôles sur chaque smartphone. Ça nous permet, typiquement, je peux vous donner un exemple sur la batterie. On va venir croiser 3 chiffres clés, l'état de santé de la batterie, son nombre de cycles de charge et la valeur résiduelle en milliampères de la batterie. En croisant ces 3 données-là, le robot va nous dire vous devez changer la batterie ou pas. Donc c'était pour nous extrêmement important d'automatiser cette partie-là. D'accord, parce que ça fait gagner du temps ou pas forcément? Pas gagner du temps, mais ça fait gagner... C'est pas plus rapide que l'humain en l'occurrence. En fait, ça sera plus productif puisque l'amplitude sera plus importante. Ouais, mais si on fait tourner sur le même nombre, le cycle est identique à celui d'un opérateur manuel. Mais c'est quoi? C'est le fait d'avoir une évaluation qui soit la plus régulière possible, d'une certaine façon, c'est ça? C'est ça. C'est d'avoir une homogénéité dans les tests et de ne pas rater un produit qui... parce que quand vous mettez de l'humain, vous mettez de la subjectivité à un certain moment. Et puis, c'est des tâches qui sont un peu rébarbatives. Donc, on va mettre nos collaborateurs plutôt sur des tâches à valeur ajoutée. Vous avez publié l'an dernier votre premier bilan carbone. C'était quoi l'objectif? C'est quoi? C'est d'avoir un point de départ pour ensuite progresser? Comment ça se passe? En fait, on s'est labellisé en 2021 Lucie, qui est un label RSE. Pourquoi on a suivi cette démarche-là? Alors, par définition, notre activité, elle est plutôt verte, mais on voulait surtout travailler l'aspect sociétal chez Largo. Donc, on a pris une trentaine d'engagements auprès de Lucie, qu'on pilote sur 36 mois. Donc, on a un premier audit au bout de 18 mois, là, ce qui va avoir lieu fin janvier. Et l'objectif, c'était vraiment d'accompagner notre stratégie RSE par une labellisation. Et puis, le bilan carbone, il s'intègre complètement dans cette stratégie. Le bilan carbone, on l'a fait avec une start-up nantaise qui s'appelle Tuvalu, et qui a un logiciel qui permet d'identifier les émissions de gaz à effet de serre sur le scope 1, 2, 3. Donc on descend très très bas dans les scopes et nous donne une trajectoire sur les points les plus saillants. Typiquement le transport, qui est aujourd'hui un point important chez nous. Voilà. Donc ça fait ressortir des points saillants de gaz à effet de serre, et ça nous permet de travailler sur 3 ans. Et oui, alors justement, et ça veut dire que vous prenez, sur la base de ce bilan de carbone, vous avez déjà pris des décisions pour, par exemple, si on parle des transports, comment on améliore son bilan carbone en matière de transport? Oui, alors en fait, on a changé on est en train de travailler sur des transports plutôt verts avec nos partenaires. Ça, c'est une première piste. Alors les bilans carbone sont assez récents. On a sorti 2020 rapidement, puis 2021 toute cette fin d'année. Et donc là, on commence à travailler sur nous. Mais les 2 points saillants, effectivement, chez nous, c'est la partie transport et la partie achat. On vous parliez du scope 3, donc ça veut dire que vous intégrez finalement vos partenaires, vos clients aussi dans le bilan. Tout à fait. Est-ce qu'on peut dire que vous accompagnez ou vous améliorez aussi le bilan RSE de vos clients? Est-ce que ça fait partie des motivations de ceux qui viennent vers vous? Alors, moi, ça me plairait de pouvoir améliorer aussi. On passe des messages. Dans la labellisation, il y a une partie contrôle de nos partenaires sur ce qu'ils font eux en interne sur les émissions de gaz à effet de serre. Alors, on passe des messages aujourd'hui et alors ça marche plus ou moins, mais en tout cas, on travaille sur ces sujets-là avec nos partenaires. Vos engagements RSE, au-delà de ce bilan carbone, ça passe par quoi? Je peux vous en citer quelques-uns. On a la partie associatif. Donc on a pris des engagements avec des associations. On travaille avec une association qui s'appelle Toi à Moi, qui est une association qui reclasse des sans-abri et qui les remet au travail. Nous, on vient les accompagner avec du smartphone. On offre du smartphone tous les ans. Et puis on a signé également avec Sea Shepherd et on accompagne les équipes en fourniture de matériel électronique. Pour leur campagne, là, typiquement, on a équipé une équipe qui partait à Mayotte pour défendre les tortues vertes. Avec du matériel reconditionné. C'est ça, tout à fait. Donc ça leur va bien en plus. Effectivement, et ça leur donne à eux aussi une cohérence, évidemment. Si on se place à un horizon, je ne sais pas, 5 ans, il va falloir une nouvelle usine. Comment vous imaginez la suite? Alors,
aujourd'hui, Parce que vous nous dites que le marché il est en train de... il continue de progresser. Nous, on a dimensionné l'atelier aujourd'hui pour atteindre 25 000 produits. Aujourd'hui, on a un produit à peu près entre 13 et 14 000 par mois. Donc il y a encore une bonne marge de progression. Donc aujourd'hui, on a ce qu'il faut en termes de capacité de production. L'enjeu, il va être surtout sur la collecte de produits. Aujourd'hui, on a 2 sources d'approvisionnement. On fait du broc en volume et puis on commence à travailler de plus en plus les circuits courts. Donc on a des partenaires opérateurs, des partenaires distributeurs. Et l'objectif, pour réduire justement cet impact carbone, c'est d'aller chercher des gisements au plus près. Donc on travaille depuis l'année dernière sur un logiciel de reprise qui permettra à terme à nos distributeurs de valoriser un produit en magasin, de générer un bon d'achat et de redonner du pouvoir d'achat justement aux clients et nous de nous fournir en matériel. Merci beaucoup Christophe Bruno, à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre débat, les achats des collectivités locales, des établissements scolaires au programme. Le débat de ce Smart Impact, et je vous présente tout de suite mes invités. Rose Le Mardelet, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable éducation à la direction d'investissement de la Banque des Territoires. À vos côtés, Olivier Perron, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, le fondateur et président de Hello RSE. Vous l'avez écrit il y a 4 ans, c'est ça? C'est ça. C'est quoi Hello RSE? Hello RSE, c'est une plateforme à impact qui adresse aujourd'hui le secteur public et qui leur permet de les aider à acheter plus responsable. C'est une plateforme d'achat. Une plateforme d'achat, exactement. Plateforme e-commerce, et on permet à des collectivités, établissements scolaires de s'engager dans une démarche d'achat plus responsable. Donc si on essaye de comprendre l'ambition d'une entreprise, c'est de favoriser l'économie locale et responsable. L'important, c'est d'avoir les deux dans la même phrase. C'est exactement ça. L'État s'est engagé dans une démarche d'achat responsable depuis des années. Et dans l'achat public, c'est très codifié. Il y a tout ce qui se fait au-dessus des appels d'offres, avec des critères de pondération et ainsi de suite. Et puis il y a tout ce qui se fait en dessous. Et en dessous, les acheteurs n'ont pas beaucoup de solutions. On a ambition d'être une de ces solutions. Et vous nous expliquerez en détail comment ça fonctionne. Vous venez de lever 1 300 000 € auprès de la Banque des Territoires et de Badge. On y reviendra. Ouais. Rose Le Mardelet, peut-être qu'il faut vous nous expliquiez en quelques mots. Je crois que beaucoup de gens connaissent la Banque des Territoires, mais il faut expliquer. C'est une structure de la Banque des Dépôts. C'est l'un des métiers de la Banque des Dépôts, c'est ça? De la Caisse des Dépôts? Tout à fait. La Banque des Territoires, c'est une direction de la Caisse des Dépôts et Consignations qui regroupe en fait l'ensemble des offres de financement à destination des collectivités territoriales, puisque notre mission, c'est d'accompagner les transformations des territoires, notamment dans le domaine du numérique, favoriser la transformation numérique des collectivités et des territoires et la transition écologique. Ouais. Selon quels critères vous choisissez les entreprises, les projets que vous accompagnez? Alors nous sommes un investisseur d'intérêt général. Concrètement, ça veut dire que nous finançons des projets qui ont un fort impact extra-financier, notamment liés à l'inclusion, à la réduction des inégalités ou encore à l'attractivité des territoires, et qui aussi adressent en priorité les besoins des collectivités et qui donc ont un modèle B2G, Business to Government, de vente aux collectivités. Mais est-ce que ça veut dire que la question de la rentabilité financière, elle intervient pas du tout, ou qu'elle intervient en deuxième temps? Si, bien sûr, elle intervient, mais on va dire on regarde particulièrement la manière dont les startups, les sociétés ou les associations aussi que nous finançons adressent ce sujet d'une approche particulière pour des territoires particulièrement fracturés, de publics cibles spécifiques, par exemple dans le champ de l'éducation, sur des besoins éducatifs particuliers, sur la prévention du décrochage scolaire. Voilà, ce genre de sujet pèse beaucoup dans nos décisions d'investissement. Oui, on va évidemment beaucoup parler d'éducation des établissements scolaires avec vous. Olivier Perron, cette levée de fonds, donc 1 300 000 €, pourquoi elle était importante à ce moment de l'histoire de l'entreprise? Alors je ne dis pas qu'on a essayé de faire sans levée de fonds, mais on a réussi à organiser notre croissance, à créer notre croissance pendant 3 ans. Et on a discuté déjà il y a un peu plus d'1 an avec la Caisse des Dépôts. Il y avait besoin d'accélérer, il y avait besoin de restructurer l'équipe, de financement pour tout simplement nous aider à aller plus vite, plus loin. Pour grandir, quoi. Exactement, voilà, tout simplement. Donc il y a la Banque des Territoires et il y a Badge, les business angels des grandes écoles. Comment ils vous accompagnent? Très opérationnellement, en se rendant disponible dès qu'on a un sujet à traiter. C'est à la demande, à la carte. Ça veut dire que vous êtes disponible à la carte. Comment la Banque des Territoires, justement, il y a l'apport financier, évidemment, on l'a bien compris, mais il y a un accompagnement. C'est pas seulement un chèque consigne et puis ensuite on s'en va.
Oui, bien sûr. On joue un rôle en fait d'investisseur actif, donc c'est-à-dire qu'on accompagne vraiment les sociétés dans lesquelles on investit et qu'on finance. C'est aussi un critère, c'est-à-dire qu'on choisit celles auprès desquelles on pourra être les plus utiles, qui sont à un stade de développement qu'on pourra le mieux accompagner pour toucher davantage de territoires et notamment se développer sur le territoire national en s'appuyant sur nos expertises métiers et sur notre réseau également de la Banque des Territoires, qui a un réseau dans l'ensemble des régions françaises. Olivier Perron, ce marché des collectivités territoriales et des établissements scolaires, ça représente quoi ? Alors, le marché de la commande publique, c'est 200 milliards. Il y a tout ce qui se fait au-dessus, il y a tout ce qui se fait en dessous. La Cour des comptes donne des chiffres qui varient. Donc, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que le numérique éducatif, l'investissement des établissements scolaires et des collectivités dans le numérique est extrêmement croissant. Je crois que les chiffres de la EdTech en France, c'est 1,3 milliard. Et ça va bien évidemment croissant. Je crois qu'il y a aussi une partie des fonds européens qui sont dédiés justement à l'équipement des matériels et des ressources pédagogiques. Donc, il n'y a pas de chiffres à proprement parler. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que le marché est en très, très forte croissance. Cet enjeu des achats responsables dans les établissements scolaires, il est adressé depuis combien de temps et pourquoi il est majeur ? Alors en fait, il y a un paradoxe sur le marché de l'éducation ou de la EdTech, donc tous les services numériques éducatifs et qui contribuent à l'éducation en France, c'est qu'il y a d'un côté une accélération des usages numériques, et particulièrement pendant la crise Covid, donc de manière un peu subie, mais aujourd'hui avec une envie de faire entrer davantage d'innovation dans les manières d'équiper les enseignants pour enseigner aux élèves, pour aussi apprendre aux élèves à avoir des usages numériques responsables qui en fassent des citoyens de demain qui ne se retrouvent pas exclus du numérique, parce qu'en France, il y a près de 12 millions d'élèves et il y a aussi 13 millions de Français qui sont fracturés du numérique. Donc il y a aussi un enjeu aujourd'hui d'accompagner les usages numériques dès l'école, en fait, et c'est un de nos enjeux aussi à la Banque des Territoires. Et en fait, le paradoxe, c'est que malgré l'augmentation des usages, les écoles et les établissements scolaires restent quand même sous-dotés aujourd'hui. Avec un décalage qui est parfois perçu d'une façon un peu forte par les élèves. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que l'école, c'est archaïque par rapport à leurs usages quotidiens, c'est ça ? Oui, il y a un enjeu. Ou c'était ça ? Oui, c'était ça. Je pense que beaucoup de choses aussi ont évolué depuis la crise, en effet, et l'école à la maison, avec des pratiques nouvelles. Et aujourd'hui, il y a un enjeu en fait de réconcilier toutes ces pratiques et de les organiser au sein de l'école et aussi avec les territoires. Et en fait, les collectivités jouent un rôle majeur pour construire cette école de demain, parce que elles sont financeuses ou cofinanceuses de ces équipements et de ces ressources pédagogiques. Et c'est malgré tout pour elles parfois aujourd'hui compliqué de se repérer. Le marché de la EdTech aujourd'hui, c'est 500 entreprises en France, 1,3 milliard de chiffre d'affaires en 2021. On a publié une étude de marché en 2021 avec EdTech France, qui est la principale association de la filière, et EY Parthenon. C'est plus de 10 000 salariés. Donc c'est en effervescence, et malgré tout, il y a besoin de se repérer. Et donc, par exemple, une des offres majeures très intéressantes pour les collectivités aujourd'hui via LORSE, au-delà de permettre évidemment des achats plus durables, c'est aussi d'avoir des packs pour se repérer, équipement plus ressources, des packs thématiques. Si je suis une collectivité et que je veux adresser par exemple des besoins spécifiques dans mes établissements scolaires, dans mes écoles, sachant que ce sont les plus petites communes, les zones rurales, certains territoires particuliers, les QPV, quartiers prioritaires de la ville, qui sont aussi les zones d'éducation prioritaires, qui sont les moins dotées aujourd'hui. Donc il y a un vrai enjeu de les adresser pour permettre que les outils numériques puissent augmenter les capacités, les meilleures conditions d'apprentissage pour les élèves et les enseignants. Alors justement, comment ça marche chez l'ORSE ? Vous avez un algorithme qui fait remonter les achats responsables. Si on doit vous différencier d'autres places de marché et d'autres sites de e-commerce. C'est exactement ça. En fait, on a créé tout un parcours innovant et un parcours d'achat. Donc, on arrive généralement par le produit et on va proposer aux clients, déjà, on va expliciter quels sont les engagements RSE de la marque ou du produit. Est-ce qu'il a des labels, des certifications ? S'il n'en a pas, suggérer des produits plus vertueux pour arriver en fin de panier avec systématiquement une triple offre, avec une offre proposée par le vendeur le plus proche de chez soi, parce que beaucoup d'élus sont à la recherche de circuits courts. Exactement, de circuits courts, merci.
l'offre le vendeur le plus vertueux, parce que dans la démarche d'achat responsable, il faut aussi s'adresser à des entreprises vertueuses, ou encore l'offre la plus compétitive, parce que pour certaines collectivités, acheteurs, ça reste encore le critère numéro 1. Ouais, alors justement, c'est une question qu'on doit vous poser souvent. Est-ce que des produits durables, responsables, ils sont forcément plus chers ? Et non. Et c'est justement ce qu'on a réussi à démontrer. Ça peut être plus facilement démontrable sur les produits numériques. Sur les produits numériques, aujourd'hui, le reconditionnement permet d'allonger considérablement la durée de vie. On a également un tas d'autres ressources qui permettent comme ça de démontrer que l'achat reconditionné n'est pas forcément un achat moins durable. Oui, effectivement, et on fait passer le message régulièrement ici dans cette émission. Mais alors, je creuse, vous ne vendez pas seulement des produits numériques, parce Non. que la politique d'achat d'une collectivité locale ou d'un établissement scolaire, ce n'est pas seulement des ordinateurs ou des tablettes. On a commencé par cette verticale, D'accord. parce que c'était celle qu'on connaissait le mieux, celle qui était en plus forte croissance, et justement, la levée de fonds va nous permettre d'élargir le spectre à d'autres verticales, telles que le mobilier, la papeterie, pour à la fin proposer, adresser tous les usages des collectivités ou même des acheteurs professionnels. Ouais. Est-ce que l'équipement numérique, alors là on parle d'éducation essentiellement, mais globalement l'équipement numérique d'un établissement scolaire, c'est un moyen de faire baisser son bilan carbone. Est-ce qu'il y a aussi dans les entreprises que la Banque des Territoires accompagne cette volonté-là? Parce qu'on pourrait parler de l'isolation thermique par exemple des établissements scolaires, c'est un vaste chantier, mais est-ce que le numérique est un levier d'amélioration en la matière? Alors, on le regarde surtout via l'angle de l'innovation pédagogique et de ce que ça peut apporter aux usages et aux pratiques au service de l'éducation et d'une éducation de qualité. Mais les collectivités sont soumises aux nouvelles évolutions réglementaires sur la part et les achats numériques rentrent dans cette nouvelle obligation, oui, en effet. Je vous pose la question parce que je voulais savoir si depuis, on va dire, quasiment un an, depuis 10-11 mois, vous avez des demandes, c'est peut-être pas votre marché, mais des demandes des collectivités locales et notamment des établissements scolaires. Oui. En la matière, quoi. Il faut que je fasse baisser ma facture, comment je fais, quoi? Alors, on l'a vu sur le salon EdTech auquel on a participé avec la Caisse des dépôts. Il y a effectivement aujourd'hui des solutions numériques, des logiciels en fait compte, des capteurs que l'on vient brancher sur les canalisations d'eau, sur les chaudières, enfin sur tout le système énergétique des établissements scolaires ou des collectivités. Et on a ces solutions numériques ont la possibilité de faire participer les élèves. De voir la consommation et ainsi de suite, ce qui les oblige, ce qui les incite à éteindre la lumière, baisser l'eau et ainsi de suite. Donc oui, les collectivités, les établissements scolaires aujourd'hui sont à la recherche de solutions numériques pour les aider à réduire leurs factures. Et donc ça permet aussi de faire de la pédagogie, voilà, ce qui est un double effet. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart. On passe à Smart Ideas, on va justement parler du chauffage des bâtiments et des solutions d'énergie renouvelable. Smart Ideas, on est en visioconférence en duplex avec Franck Olvoet, le fondateur d'Elior Technologies. Bonjour, bienvenue. C'est quoi cette entreprise? Vous êtes, on en est où de la création d'Elior Technologies? Expliquez-moi. Alors, nous sommes deux cofondateurs d'Elior Technologies. On va créer dans les jours, dans les semaines qui arrivent, là très bientôt, après 9 mois d'incubation auprès de Eura Technologies, qui est un incubateur, l'un des plus grands incubateurs européens, au sein de la branche PropTech pour l'immobilier. Alors, votre ambition, c'est quoi? C'est de réinventer le solaire thermique. J'ai lu ça en préparant l'émission. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, effectivement, on entend souvent parler du solaire photovoltaïque qui fait de l'électricité. Notre solution permet d'amplifier la puissance et la synchronisation d'une installation solaire thermique pour faire de la chaleur. Donc, on fait du chauffage et de l'eau chaude. Et notre ambition est de révolutionner l'eau chaude et le chauffage des bâtiments. Mais comment c'est possible en plein hiver? Par définition, il y a moins d'ensoleillement. Comment ça marche? Exactement. Alors Thierry Steclebout, qui est l'inventeur de cette solution, a travaillé pendant des années avec pour ambition de faire du chauffage et de l'eau chaude en hiver. Alors comment ça fonctionne? D'abord, c'est une solution
qui est hybridable. Dès l'origine du concept, Thierry a imaginé une solution qui est hybridable avec toutes les solutions énergétiques du moment, c'est-à-dire pompe à chaleur, chaudière gaz, chaudière fuel. Et bien entendu, lorsque le soleil est présent, on va privilégier le solaire thermique qui est gratuit et non polluant. Et comment ça marche en hiver? Pour répondre un peu plus précisément à votre question, c'est que la solution permet de saisir la moindre minute d'ensoleillement. Et en hiver, lorsqu'il fait froid, on va dire en dessous de 5 degrés, eh bien, on a des pics énergétiques. Les entreprises, les particuliers voient leur facture d'électricité lorsqu'ils ont une pompe à chaleur ou de gaz ou de fuel grimper en flèche par cet événement ponctuel qui peut durer des fois des jours entiers. Et généralement, dans ces jours où on est en situation énergétique pointe, eh bien, on est en situation anticyclonique, c'est-à-dire que le soleil peut atteindre les capteurs solaires thermiques. Et donc, on va substituer le soleil, qui est gratuit, qui est écologique, au gaz, au fioul et aux pompes à chaleur. Ça s'appelle, je crois, le séquenceur thermique, innovation que vous avez brevetée, évidemment. Ça permet quel gain de rendement pour une installation? Alors évidemment, il y a plusieurs cas que vous venez de nous présenter, mais en moyenne, c'est quel gain de rendement? Alors, nous, nos mesures, puisqu'on mesure sur le prototype qui est un bâtiment de 200 mètres carrés qui nécessite seulement 6 mètres carrés de panneaux solaires thermiques, orientés sud-est, sud-ouest, on a une couverture de 70 à 80% des besoins sur le prototype. Alors, si on parle en termes de rendement, on multiplie par 3 le rendement d'un système solaire thermique actuel. Donc, c'est vraiment considérable. Et c'est rendu possible grâce à cette innovation technologique brevetée que l'on appelle effectivement le séquenceur thermique. C'est à la fois low-tech et high-tech, pourquoi? Alors effectivement, c'est vraiment la particularité de notre innovation, c'est qu'on vient marier une solution low-tech issue du 19e siècle, c'est la loi physique de l'eau, la thermodynamique, couplé avec du high-tech bien de ce siècle, les algorithmes et l'association de cette loi physique qui est toujours vraie, qui va fonctionner tout le temps, et ces algorithmes qui vont piloter les sondes de température, les différentes vannes, les vannes d'arrêt, les circulateurs en termes hydrauliques, eh bien cette association des deux permet de bénéficier du solaire thermique à la minute. Les solutions actuelles en termes de solaire thermique sont très peu efficientes parce qu'on va devoir attendre un certain temps pour chauffer un ballon intermédiaire situé entre les capteurs et le chauffage. Eh bien, le séquenceur thermique permet de chauffer des petits volumes d'eau et donc c'est très rapide. À la moindre minute d'ensoleillement, on va pouvoir acheminer de la chaleur dans le circuit de chauffage ou dans le ballon d'eau chaude. Merci beaucoup Franck Olvoth et bon vent à Elior Technologies. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.